Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du FIRST avec Olivier Calef. Bonjour Olivier. Bonjour Yann. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Olivier, nous avons déjà réalisé ensemble plusieurs épisodes, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas suivis, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Eh bien, je m'appelle Olivier Calef, je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis environ une trentaine d'années et je suis actuellement membre du conseil d'administration du FIRST, d'où l'objet de cet enregistrement aujourd'hui. Alors justement, le FIRST, qu'est-ce que c'est ? Alors le FIRST, c'est un sigle qui signifie Forum of Incident Response and Security Teams. Donc c'est un forum d'équipes qui ont pour mission de gérer des incidents de sécurité et d'y répondre. Donc c'est un ensemble de ces CIRT. Ah, c'est un peu un jeu de mots là, first. Moi j'étais en train de me dire pourquoi ça s'appelle pas premier. Eh bien justement, c'est une bonne remarque. En fait, le FIRST a été la première association de ces CIRT qui s'est montée, peut-être d'où le petit clin d'œil. Et à quelle occasion, comment est-ce qu'elle s'est créée cette association ? C'est un petit peu l'histoire des incidents sur Internet tels qu'on la raconte, avec le tout premier vers de Internet en 88, avec la constitution du CERT-CC en novembre 88. Et puis, quelques temps après, il y a eu d'autres incidents, et c'est comme ça qu'en 90 s'est montée cette première association, le FIRST, qui 2 ou 3 ans après a commencé à organiser des réunions annuelles de ses différents membres, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Un verre en 88 ? Eh oui, certains l'appellent le verre de Maurice, d'autres le verre de l'Internet, mais c'était le tout premier, qui a eu un effet notable sur Internet. Je te rassure, Johanna, malheureusement, il n'a pas atteint la France puisque c'était sur TCP/IP et à l'époque, des liaisons TCP/IP qui soient pas du réseau local, c'était quand même rarissime et exceptionnel. Et donc, ça n'est resté qu'aux États-Unis. Mais il faut quand même voir le niveau de maturité, quand même, parce que dès 1998, ils se sont rendus compte qu'ils devaient partager. 1988. 88, pardon. Exactement. Ça a été une des... disons que déjà la création du CERT-CC, ça a été la prise de conscience que au niveau des universités américaines, ils ne pouvaient pas rester comme ça. Il fallait forcément qu'il y ait une entité qui prenne en compte ces différents incidents. Et puis après, ça s'est déployé dans différents pays. Donc, et au niveau de la France, il y a beaucoup d'équipes qui participent au FIRST ? Alors aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'équipes. Il y a maintenant en gros 25 équipes françaises qui sont membres du FIRST sur un total d'environ 800 à ce jour. Donc on a commencé très bas il y a encore une quinzaine d'années. Et puis au fur et à mesure que le nombre de ces CIRT augmente en France, eh bien il y a de plus en plus de membres qui rejoignent le FIRST. Non, c'était déjà, dès la fin des années 90, il y avait tout le monde. Enfin, je veux dire, c'était quand même une des toutes premières organisations où il y avait à la fois la Chine populaire et Taïwan. Donc, il se trouve qu'en 2001, la réunion était en France, donc il y a beaucoup de Français qui ont participé. Et de voir les pays qui, dans le contexte des fin des années 90, années 2000, c'est difficile de se remettre dans un contexte il y a plus de 20 ans, mais des pays qui étaient en guerre entre eux et qui finalement étaient tous ensemble pour leur CIRT national au FIRST, c'était quand même vraiment spécial et impressionnant. Alors, pour nos auditeurs, il faut bien comprendre que quand on parle de ces CIRT, ce sont aussi des CERT. Oui, c'est pareil. Et je peux vous confirmer aussi que je me suis retrouvé à une réunion du FIRST, vu que pour mon entreprise, je m'y rends. Et à la même table, j'avais le CERT US, le CERT chinois, le CERT coréen, alors de Corée du Sud. Et ça posait aucun problème à personne. Tout le monde s'est parlé, il n'y avait pas de tension. Et même le CERT russe était présent. Donc il n'y a pas de, comment dirais-je, les conflits politiques, etc., ça reste un peu en dehors de l'association. Alors, qu'est-ce qu'on s'y dit dans ces réunions ? De terribles secrets.
Non, il n'y a pas que des secrets, mais ce qui est certain, c'est qu'on va respecter le TLP. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement clair, c'est que lorsqu'on est en TLP Amber, eh bien, ça reste, je dirais, au sein des équipes, et que vous avez certaines présentations qui sont faites lors des conférences annuelles ou des colloques, qui peuvent monter jusqu'à du TLP Red. On ferme les portes, on se fait sortir les journalistes et puis on parle entre nous. Tu peux expliciter en quelques mots TLP parce que pour les auditeurs, on a fait un épisode à ce sujet, oui. Si ça intéresse les auditeurs, mais juste en quelques mots. Alors en quelques mots, le TLP, c'est un principe de partage d'informations qui permet de dire auprès de avec qui est-ce qu'on peut partager les informations que l'on a reçues. Si par exemple du TLP Red, le partage d'informations ne doit se faire que entre des personnes clairement identifiées et qui vont échanger, et le repartage n'est pas autorisé. En TLP Amber, ça va être quelque chose qui sera plus partageable au sein d'une équipe, voire un petit peu plus avec des partenaires selon certains critères, parce qu'il y a le TLP Amber d'un côté et puis le TLB, enfin voilà, on va simplifier. Et puis après, vous avez le TLP Green où là c'est un partage d'informations qui est beaucoup plus large, et puis jusqu'au TLP White où là finalement c'est quelque chose que vous pouvez TLP Clear, pardon, merci, que l'on peut mettre directement sur un site web. Donc très souvent les réunions sont en TLP Amber, et il y a aussi quelque chose qui a été ajouté l'année dernière, donc en 2022, c'est le TLP Amber plus strict, où là on demande de restreindre un petit peu la liste de diffusion et les personnes et les entités avec lesquelles on va pouvoir partager. Alors, sans déflorer les sujets que vous parlez, mais c'est quoi les thématiques que vous abordez ? Alors il y a beaucoup de thématiques, c'est principalement de l'opérationnel, mais il y a aussi de l'organisationnel. Donc que ça soit au sein des différents groupes de travail qui sont montés, que ça soit au sein des forums de discussion, parce qu'on a un forum sur Slack qui permet d'échanger et qui a remplacé un chat qu'on a eu pendant des années. Il peut y avoir donc des informations qui sont très opérationnelles lorsqu'il y a des problématiques de type propagation de grands vers. Donc on peut revenir dans les années toutes récentes sur Log4j et autres, mais ça a commencé bien avant. Mais ça peut être aussi donc sur des problématiques d'organisation, sur des problématiques de reverse, sur certains types de malware. Ça peut être des partages d'IOC. Donc outre les listes de diffusion, il y a aussi notamment un serveur MISP qui sert à la communauté pour se partager les indicateurs de compromission. Là, voilà. Le point qui est intéressant, c'est surtout le fait que vous allez rencontrer vos pairs, et le réseau que vous faites est surtout un réseau d'hommes et de femmes qui vont vous permettre, en cas de besoin d'information, déjà de pouvoir contacter une personne que vous connaissez, que vous sachiez que quand vous allez rentrer en contact avec elle, vous n'allez pas vous retrouver avec quelqu'un qui va aller mettre ça sur n'importe quel forum ou sur des plateformes type Twitter ou autre. C'est un des avantages énormes. Mais c'est surtout vraiment le retour d'expérience, c'est-à-dire que les communautés de CSERT et de CERT n'hésitent pas aussi à partager sur des choses qui ne marchent pas. Et c'est ça un des avantages, c'est de dire voilà, on a essayé de vouloir mettre telle plateforme, on pensait pouvoir traiter du malware de telle façon. Puis en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était une usine à gaz, que c'était immaintenable. Il y a des outils de forensics, par exemple, quand ça marche pas et vous avez le créateur qui vient faire une conf et il explique, bah voilà, je pensais que ça c'était une bonne idée au départ quand j'ai fait mon outil de forensic. Et puis en fin de compte, bah ça fonctionne pas et il y a tout le monde qui dit oui, mais voilà pourquoi ça marche pas. Et on ressort par le haut, c'est-à-dire qu'on fait pas du bashing de quelque chose qui marche pas, mais plutôt voilà ce qui manquait pour qu'on puisse arriver à l'objectif. Donc ça c'est le côté très très constructif. Et puis il y a aussi le côté que vous êtes avec des gens qui parlent aussi mal anglais que nous. Donc ça c'est un avantage énorme parce qu'au début vous avez un complexe. Alors évidemment quand vous êtes avec le CERT-US en face de vous, ils parlent anglais ces gens-là. Mais très rapidement, vous allez avoir des équipes du Japon, de l'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Océanie. Et on a quand même tous un ADN commun, on parle de cybersécurité et d'incidents. Donc on va pas exposer des incidents comme ça au premier venu, mais on va plutôt se dire, tiens, comment tu fais toi pour répondre, par exemple, pour faire du reverse malware ? Qu'est-ce que tu utilises comme plateforme ? Est-ce que tu es satisfait de tel éditeur ou pas ? Et ce sont des conversations qui durent assez tard le soir après les confs.
Et c'est en un mot, c'est même pas des conférences, c'est plutôt de la formation continue. Et pour un responsable d'équipe de réponse à incident, c'est quand même l'endroit où il faut aller. Alors, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que faut pas faire peur non plus aux auditeurs. Ce n'est pas qu'une réunion de geeks qui ne parlent que de geekerie. Il y a aussi des responsables d'équipe CCIRT. Il y a aussi des gens qui sont plus sur les aspects de gouvernance. Donc, on peut aussi aborder des aspects de type comment est-ce qu'on organise une équipe pour fonctionner en 3-8, comment est-ce qu'on fait pour les occuper, comment est-ce qu'on fait pour avoir des équipes qui sont en type Follow the Sun, donc sur des équipes qui sont au sein de la même CCIRT, mais qui sont répartis sur différents pays ou sur différents continents. Donc, on est aussi dans la partie organisationnelle. Et de plus en plus, on voit des personnes qui sont moins techniques et qui sont beaucoup plus des managers, des responsables, et qui cherchent justement à avoir ce genre de connaissances et ce genre de partage, parce que ça leur facilite la vie dans leur gestion d'équipe. Et même chose sur les aspects de maturité. Donc, on avait effectivement fait un épisode sur SIM3. Eh bien, on se sert notamment de SIM3 pour évaluer les CCIRT avant de rentrer au sein du FIRST. Alors justement, tu parlais de comment on fait pour rentrer. On a une équipe de réponse à incident et on veut rejoindre le FIRST. De quoi avons-nous besoin ? Alors, pour simplifier, tu as besoin déjà d'avoir deux sponsors, donc 2 parrains. Un qui va venir faire une espèce d'évaluation de ton équipe, donc ce qu'on va appeler le site visit, donc la visite de site, où on va vérifier et regarder comment est-ce que tu es organisé. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas de savoir si tu es capable de faire un reverse de malware Android, les yeux bandés et les mains dans le dos. C'est beaucoup plus comment est-ce que tu es organisé, est-ce que tu as des procédures. On s'appuie un petit peu quand même. Hein. Oui, mais quand même plus orienté procédure. Ayant subi la visite, Olivier, comment dirais-je ? Tu vends du rêve. Non, disons que ce qui est quand même important, et c'est pour ça qu'on a introduit un profil dans SIM3, c'est qu'on cherche quand même à avoir des entités qui savent gérer des informations qui sont un petit peu sensibles, donc qui savent respecter le TLP, qui savent organiser en termes d'escalade lorsqu'il y a des incidents, et donc qui sont capables d'offrir un service et de partager avec la communauté. Ça, c'est aussi un des points qui est vérifié. Donc voilà, donc on a besoin d'avoir ces 2 sponsors, donc au moins un qui va venir faire une visite de site, qui va aider pour faire l'évaluation au niveau SIM3. Et puis après, on a encore quelques formalités à remplir, dont la fameuse RFC 2350 et ce genre d'éléments qui permettent de détailler les services qui sont offerts. Il faut expliquer quel est le périmètre que l'on couvre. Ça, c'est assez important. Est-ce que quelles sont les plages d'adresse IP, quels sont éventuellement les numéros de DAS que vous pilotez, quelles sont éventuellement les extensions de nombre de domaines que vous gérez quand c'est c'est un pays que vous êtes un CCIRT national par exemple. Et puis une fois que vous avez donc rempli tous ces documents, eh bien vous envoyez votre dossier au secrétariat du FIRST. Il y a une entité qui s'appelle le Membership Committee, dont je fais partie depuis maintenant 4 ou 5 ans, qui analyse les dossiers, vérifie qu'ils sont corrects, que les bonnes informations sont présentes. Et puis, une fois qu'on a donné notre aval, c'est envoyé à la communauté, à tous les membres du FIRST, pour savoir si ils sont d'accord, s'il n'y a pas de problème, éventuellement s'ils connaissent l'équipe et qu'il y a des mauvaises il y a eu des mauvaises réactions ou des problèmes, et c'est l'occasion de les remonter. Et si tout se passe bien, comme c'est dans le cas dans 99,99% des cas, eh bien vous êtes validé par le board, le conseil d'administration du FIRST, et puis vous rentrez au sein du FIRST. Et puis après, vous avez une cotisation à payer comme tous les ans, et puis vous pouvez donc participer et surtout commencer à rentrer dans les différents groupes de travail. Et ça, c'est un point qui est particulièrement important. Donc voilà, ça c'est le cheminement normal pour une équipe. C'est le cheminement normal, et je vais mettre en complément. L'année dernière, j'ai sponsorisé 2 équipes. C'est pas un travail qui est neutre. C'est pas juste je remplis un dossier, je fais 2 fichiers TXT pour faire un RFC et c'est plié, quoi. C'est absolument pas ça. Hein. C'est plusieurs mois de travail, de préparation. Parce qu'au départ, on se rend pas compte, quoi. On sous-estime totalement. On dit je remplis une rosace SIM3 et j'ai terminé le job. C'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de petits, c'est des petits points qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire le FIRST vous permet d'avoir accès à une communauté
très enrichissantes, très intéressantes, mais c'est pas juste je fais un chèque et c'est plié. Alors, Ça marche pas comme ça. Voilà, on demande effectivement d'avoir quand même un certain niveau de maturité, une certaine organisation. Ça, c'est extrêmement clair, et c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure. On n'est pas qu'une bande de geeks. On fait partie en fait d'équipes, et on ne cherche pas à avoir un gourou qui fait tout au sein de son CCIRT. On cherche plutôt à avoir en face de nous des équipes avec différents interlocuteurs qui sont capables de travailler en équipe, éventuellement sur une période qui est assez longue. Une fois qu'on est enregistré, Olivier, est-ce qu'on a une obligation d'aller faire des réunions au First ? Parce qu'elles ont lieu un peu partout dans le monde, ces réunions. Alors, on n'est pas obligé, c'est recommandé de participer aux travaux de la communauté. Certains ne vont pas se déplacer aux réunions du First pour tout un tas de raisons, notamment des raisons budgétaires, je vais y revenir. Mais par contre, les groupes de travail, eux, se passent la plupart du temps à distance, via des réunions Zoom ou autres. Et dans ce cas-là, je dirais, ça fait partie de la contribution que chaque équipe peut apporter. Et la cotisation pour un CCIRT, c'est de quel ordre ? La 2400. cotisation annuelle est... Pardon ? C'est 2400$. Voilà. Ah, c'est pas cher. Ah non, c'est beaucoup moins cher que l'Intercert français. Bon, alors moi, j'ai plein de questions, là. Du coup, est-ce que c'est ouvert aussi aux offreurs de services, enfin aux SOC externalisés ? Et est-ce que c'est ouvert aux petites équipes ? Parce que 2400 Ouais, c'est ouvert aux $, petites équipes. C'est tout à fait. Non, mais s'il y a du process, s'il faut reverser du malware Android, s'il faut aller faire des Non, pas du tout. conférences à Hawaï, C'est-à-dire que etc. la première chose que tu dois faire, c'est déjà identifier ton périmètre. Si tu es une entreprise qui fait que de la réponse à incident par téléphone, qui décide de faire que de la réponse à incident par téléphone pour diriger vers des prestataires, elle peut postuler. Mais elle va trouver son intérêt au First, c'est de trouver justement des équipes plus matures sur certains sujets. Et tu vas retrouver des entreprises, des éditeurs, des prestataires de services qui sont présentes. Mais quand on parle d'incident, il y a plus réellement de vraie concurrence. On est en train de parler d'un sujet on a eu une attaque, il y a une cyberattaque, il y a nos clients qui sont impactés ou l'entreprise. Non, mais attends, il y a quand même une attribution derrière certaines attaques. Il y a une limite. Ouais, mais ça non c'est pas notre niveau, c'est pas au niveau des équipes de réponse à incident. Si des personnes souhaitent mettre des attributions, souhaitent se retirer la couverture, eux, c'est leur sujet. Mais quand tu travailles sur une vague de malware ou comme sur une vulnérabilité comme Log4j, où tu pouvais prendre le cas un peu plus lointain de Petya, NotPetya ou WannaCry, toutes les équipes ont travaillé main dans la main. Alors, quand tu parles de ces incidents, tu veux dire que tout le monde fournissait des IOC dans ce cas-là ? Parce que le vers Maurice, à l'origine, c'était une blague d'étudiant, parce que Maurice en lui-même était le fils Maurice, en fait, pas le père. Ouais, mais si tu prends le cas sur ce qui s'est passé dans certaines situations géopolitiques, ça fait partie des sujets qui ont lieu régulièrement au niveau de la communauté. C'est de se dire, il y a des CERT qui pourraient transmettre l'information aux équipes d'attaquants, des équipes qui sont sponsorisées par des États. Mais c'est pour ça qu'il y a les différents niveaux de TLP qui ont été inventés. Et quand tu as un doute sur, par exemple, que ça soit un pays qui se situe à l'est de l'Europe qui attaque, tu vas éviter de partager en mode public, donc sur du TLP Clear, Green, Amber ou Amber Strict. Tu vas éviter de les partager tes IOC. Tu vas plutôt aller voir l'entreprise qui se situe en Pologne, qui est attaquée, de lui dire, bah tenez, voici des IOC qui vont vous permettre de mitiger l'attaque. Mais tu vas pas le partager avec la communauté. D'autres communautés, voilà, qui sont ouvertes, ou même dans la communauté, il y a des gens qui, ils ont la double casquette. Mais ça fait partie de tout ce qu'on peut voir dans n'importe quelle association. Il y a aucune en public, vous n'aurez jamais une information sensible. Les gens qui sont au First ont quand même une formation sur la côté de la sensibilité de la donnée qu'on donne. Et est-ce qu'il y a une plateforme pour partager de la donnée de manière sécurisée ? Oui, il y a une plateforme qui est utilisée qui s'appelle MISP. Et à partir de là, après, il faut bien voir que l'association te permet de te mettre en relation. Si réellement tu veux partager de la donnée qu'avec une seule équipe, si par exemple je voudrais travailler avec un de mes pairs en Amérique, j'irai directement lui partager à partir de nos plateformes vers ces plateformes. L'avantage du First, c'est qu'on s'est rencontrés physiquement, on sait sur quoi on travaille, ça crée du lien et ces relations de confiance, parce qu'ils sont basés comme sur l'humain au départ. Très rapidement, on est dans des cercles où ce sont des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience et quelqu'un qui n'est pas étanche, quelqu'un qui ne sait pas conserver la bonne information, il durera pas. Et surtout, on lui dira rien. C'est surtout ça qui va se produire.
Alors, ce qu'on peut quand même rajouter, c'est que quand tu parles d'expérience, il n'y a pas que ça. Il y a 2 programmes qui existent au sein du FIRST. Le premier qui s'appelle le programme de mentorship, qui a pour objectif justement de créer une sorte de parrainage entre une équipe qui est plus mature et une équipe qui est plutôt débutante ou qui a moins d'expérience. Donc ça, c'est un des premiers programmes qui existent. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le fellowship. Le fellowship, l'idée, c'est de permettre à des équipes qui sont situées dans des pays qui sont, je dirais, moins favorisés ou qui sont moins habitués que nous à gérer les problématiques de cybersécurité, d'être sponsorisés, de pouvoir participer aux conférences. Donc on leur paye le voyage, on leur paye leur participation complètement, et ils vont aussi bénéficier d'autres services et donc d'aide d'autres membres de la communauté. Donc tous les ans, le FIRST sponsorise 2 équipes qui sont sélectionnées suite à un dépôt de dossier, etc. Et donc le Membership Committee de nouveau intervient à ce niveau-là pour aider à ce choix. Et donc ces 2 équipes sont invitées, et l'idée c'est de les faire grandir et de les faire rejoindre le FIRST le plus vite possible. Donc dans un premier temps, ils ne sont pas membres du FIRST, mais ils bénéficient des services du FIRST. Donc l'idée vraiment qu'il y a avec ce programme de fellowship, c'est premièrement de faire grandir la communauté, et surtout de pouvoir atteindre et avoir des points d'entrée dans les pays dans lesquels il n'y a pour l'instant aucune équipe digne de ce nom qui fait de la cybersécurité. Voilà. C'est comme ça qu'il y a un certain nombre de pays en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Océanie, qui ont pu justement rentrer dans le FIRST au bout de quelques années, et surtout grâce à ce coup de pouce qui leur a été donné. Donc on a aussi un petit côté qui a pour vocation d'aider les équipes à rejoindre. Oui, il ne faut pas avoir de complexe à rejoindre une telle association, parce que quelle que soit la taille de votre équipe, de votre entreprise, ça répond un peu à la question que tu avais posée, Nicolas, c'est il n'y a pas de différenciation. Quand on s'assoit autour de la table, bah, même quand tu te trouves face au CERT-US, bah, tu as beau être un petit CERT de quelques dizaines de personnes, bah, tu vas avoir le même droit de vote, le même droit de parole, entre guillemets. Ce qu'il faut, c'est avoir le niveau technique et le niveau de maturité nécessaire pour aussi après s'exprimer. Mais il n'y a pas c'est pas parce que tu vas venir d'un petit pays ou d'une petite société. Au contraire, ta parole aura le même poids qu'un grand. Et on va surtout s'intéresser finalement à ce que tu vas aussi être capable d'apporter. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des groupes de travail, ce qu'on appelle les SIG, les Special Interest Group. Ces SIG sont très importants parce que c'est un petit peu le poumon du FIRST. C'est dans ces comités que se développent des cadres de gestion d'incidents. C'est dans ce cadre-là que le TLP a évolué. C'est dans ce cadre-là que le modèle des CSIRT, le CSIRT Framework, a été développé à l'instigation d'un certain nombre de personnes, dont certains qui sont dans la communauté depuis très longtemps, comme Klaus-Peter Kozakowski, Don Stigvort et autres. Pour le TLP, c'est Don Stigvort et Tom Millar qui sont les 2 personnes qui dirigent le SIG TLP. Il y a des SIG qui traitent de problématiques de type CTI. Il y a des SIG qui traitent de problématiques sur les PCIRT, donc les CSIRT sur les produits. Il y en a d'autres qui traitent de coordination et de gestion et de divulgation de vulnérabilité. Il y a bien entendu les SIG qui sont très très connus, comme celle sur le CVSS et celle sur le PSS. Et puis vous en avez d'autres qui sont peut-être un peu moins importantes, mais qui regroupent, je dirais, certaines communautés, comme il y a des SIG sur la sécurité dans les universités, donc l'Academic Security SIG, d'autres qui traitent de problématiques de type cyberassurance, les DNS, etc. La partie DNS qui a sorti exactement la SIG DNS, le DNS Abuse SIG, qui a sorti tout récemment un document extrêmement intéressant justement sur l'abuse au niveau DNS. Donc il y a comme ça, je crois, une trentaine de SIG sur des sujets spécifiques. Et là, eh bien, c'est pareil, on n'a pas besoin d'être un grand gourou pour collaborer. On apporte chacun notre pierre à l'édifice. Et puis que ça soit pour collaborer, pour apporter de la valeur, ou pour en récupérer, et puis je dirais
grandir, c'est toujours le même principe. On partage, et je dirais, il y a un mot moi que j'aime bien quand je parle de communauté de CSIRT, c'est le mot de bienveillance. Parce qu'encore une fois, on est là pour aider et je dirais faire grandir un petit peu tout le monde. On n'est pas là pour vendre quelque chose. Ou, de toute manière, quelqu'un qui essaierait de vendre ou de mettre en avant un truc, ça passe pas, il va se faire exclure direct. Voilà. Alors, et il y a des grands éditeurs mondiaux qui ont essayé, et c'est le côté qui a été très vite recadré. Et la production de ces groupes de travail, ce sont des documents type white paper ou d'autres contenus? Ça peut être white paper, pardon. Non, vas-y. Tu l'as aussi bien en tant que white paper que aussi au niveau plus technique. Tu peux avoir des informations qui vont sortir sur MISP. Tu as des informations qui vont être aussi... tu vas avoir des trainings qui peuvent être faits. Et derrière, c'est quand même un avantage, c'est que tout ce que tu vas proposer va être adopté par la communauté de façon bienveillante. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais imposer un standard ou une façon de durcir un système d'information, etc. Mais au contraire, ça va être un travail de réflexion commune et qui va surtout te permettre de travailler avec une ouverture d'esprit sur pratiquement toutes les plaques géographiques mondiales. Donc, au lieu de regarder son problème en pur francophone, d'un seul coup, tu dis, tiens, cette problématique, elle est en Amérique du Nord, celle-là, elle est en Amérique du Sud. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu vas pouvoir échanger, alors qu'en temps normal, tu n'as pas accès à toutes ces personnes et ressources. Nous, on travaille énormément avec le CERT brésilien. Ça fait sourire, on se dit, le CERT brésilien, quel rapport avec la France, etc. Mais il faut savoir qu'au niveau des attaquants, les Brésiliens sont au bon niveau. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et d'avoir cette maturité d'échange avec eux, de dire qu'est-ce que vous voyez comme tendance, qu'est-ce qu'ils utilisent, c'est quoi les dernières vulnérabilités exploitées, etc. Vous gagnez du temps. Et c'est pas du tout concurrentiel, pardon. Ce n'est absolument pas concurrentiel par rapport à des éditeurs, parce que ça va venir plutôt en complément et ça va vous permettre de challenger vos éditeurs ou vos fournisseurs de services en solutions de sécurité. Alors, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, justement, je crois que c'était Nicolas qui posait la question, est-ce qu'il y a des fournisseurs et autres? Je dirais oui, tout à fait. Et par exemple, on peut prendre le cas d'Orange, Orange bien connu en France. Orange est présent au moins 3 fois au sein du First. Une fois en tant que Orange OCD qui a son offre de service. Une fois en tant qu'Orange CC, la partie interne d'Orange. Et puis une fois en tant qu'Orange Pologne avec leurs activités qu'ils ont là-bas. Donc on a bien, c'est comme si on avait 2 collèges, un petit peu comme ce qui se fait au niveau de l'Intercert France, sauf que là en fait tout le monde est au sein d'une seule et même entité, le First. Donc ça veut dire en l'occurrence que Orange a 3 droits de vote comme n'importe quelle autre équipe, et vous avez comme ça des équipes qui ont plus une vocation de type CSIRT national ou CSIRT gouvernemental, voire militaire, et puis à l'autre bout du spectre il y a les universités et puis les CSIRT commerciaux. Alors Olivier, si tu devais proposer à une équipe de rejoindre le First, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors d'abord, je lui conseillerais d'essayer de déterminer quelle est leur vraie motivation. Est-ce que c'est une motivation de type reconnaissance vis-à-vis de la communauté? Est-ce que c'est une motivation de type aide pour une reconnaissance en interne par certaines équipes ou par la direction? Ou est-ce que c'est plus une optique plus, je dirais, positive pour la communauté, à savoir la volonté de partager des informations qu'elle peut avoir, des techniques, des bonnes pratiques, où là, je dirais, ça sera beaucoup plus intéressant parce que tout le monde en profitera. Donc en gros, quelle est la motivation première? Ça serait mon premier point. Un autre élément, ça serait peut-être de voir ce qu'ils ont envie d'apporter à la communauté. Est-ce qu'ils ont envie d'apporter une expertise? Est-ce qu'ils ont envie d'apporter un éclairage un petit peu différent sur sa zone géographique, par exemple, ou sur certaines techniques? Comme tu le disais tout à l'heure, dans le cadre du Brésil, oui, il y a des techniques un peu spécifiques qu'on peut trouver au Brésil, de même que on trouve des techniques et des traitements d'incidents en Corée du Sud, par exemple, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est apporter finalement un petit peu de son expérience ou de sa vision d'une partie de l'internet dans le monde. Et surtout, un point important, c'est qu'il n'y a pas de petits incidents à reporter ou de petits use cases, on pourrait dire.
Parce que les premières fois, quand on y va, on peut être impressionné sur le côté des exposants. Quoi. Alors, des exposants ou des intervenants, on va dire ça comme ça. On est un peu impressionné. Puis, en fin de compte, quand on va discuter avec ses pairs, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques. Et parfois, en partant d'un simple site de phishing, on va remonter sur toute une infrastructure derrière très structurée. Et ça va se faire de façon très naturelle avec les bons interlocuteurs. C'est là où la notion d'annuaire que l'on a et le fait d'avoir quasiment 800 équipes dans une centaine de pays, ça peut vraiment aider parce que dans certains cas, le pays en question, on ne parle pas la langue, on ne connaît personne, on n'a pas de point de contact du tout et grâce au First, on peut arriver par rebond à trouver un bon interlocuteur, qu'il s'agisse d'un interlocuteur officiel ou qu'il s'agisse d'un opérateur ou d'un hébergeur dans un pays. Au sein du Slack, il y a notamment une des lines qui s'appelle contact @ justement ça permet d'envoyer un message en disant voilà, j'ai un problème dans tel pays ou avec tel opérateur, qui peut m'aider à trouver un point de contact pertinent ou peut servir de relais pour rejoindre tel ou tel interlocuteur. Donc justement, vous parliez de MISP tout à l'heure pour partager de la donnée. Là, tu as mentionné Slack. Vous utilisez d'autres types d'outils ou non, aujourd'hui, on a complètement arrêté le chat que l'on avait et il a été remplacé par du Slack. On a autrement un portail, notamment avec un espace. Il y a un intranet. Voilà, un intranet qui permet notamment au groupe de travail, au SIG, de se partager les documents et en fait une notion de travail collaboratif qui permet d'avancer, de faire du versionning et puis de faire valider et avoir une espèce de workflow qui permet de faire valider et de publier les différents documents une fois qu'ils ont été finalisés. Le côté qui est intéressant, c'est ces fameux Etherpad partagés. C'est que tu vas avoir différentes équipes qui vont travailler, qui vont émettre des idées. Et c'est tout ce bouillonnement qui va être hyper intéressant parce qu'à la fin, tu dois arriver à un consensus. Parce qu'il y a quand même des problèmes d'ego comme dans toute équipe informatique. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'au début, quand j'ai fait mes premiers mes premiers SIG, je me suis dit, ils vont se tuer les gars. Et pas du tout. C'est-à-dire que chacun va exposer ses données et c'est avec beaucoup de respect qu'ils vont arriver à un point de contingence et pour dire, non, c'est comme ça qu'on va le faire. Et on va arriver à ce sujet-là. Et quand le travail est présenté, c'est très surprenant parce que quand on fait les SIG, c'est là où on peut parler ouvertement. Quand on arrive au rendu final, vous pourrez voir des équipes qui géopolitiquement ne se parleraient jamais dans la vraie vie. Et là, ils vont travailler ensemble, ils vont l'exposer et il n'y a rien qui va transpirer sur tout le reste, quoi. Donc ça, c'est le côté bon enfant qui est très appréciable. Je suis sûr que vous utilisez GPG, comme tous les CERT et tout. Évidemment qu'on utilise GPG. Comme vous utilisez les outils. Tu as le droit même à la cérémonie en physique. Ça, c'est génial. Quand j'ai vu ça, je me suis revu revenir en 30 ans en arrière. Et c'était génial. Tu as le côté où tu vas avec ton passeport, ta clé PGP. Tu dois présenter ça à la personne qui va signer ta clé. Et à partir de là, il va bien vérifier que c'est bien toi, etc. C'est génial, c'est une vraie cérémonie, une petite cérémonie à l'ancienne. Il manquait plus que la robe de blure, le sabre de chevalier Jedi, et c'était nickel. Non, me suis éclaté. Et surtout quand tu te dis, je vais partager ma clé avec 200 équipes. Tu dis, mon Dieu, ça va prendre la journée ce truc-là. Et je suis sûr que votre outil pré-Slack, c'était IRC, n'est-ce pas ? Exactement. Mais oui, mais attends, des vrais outils qui marchent, quoi. Attends, ça a marché très bien pendant des années. Si tu t'es pas écorché la vue la nuit sur un IRC, t'as jamais fait d'informatique, faut que tu restes chez toi, quoi. Attends. Ok, Olivier, tu voudrais apporter le mot de la fin ? Oui, comme mot de la fin, je voudrais réinsister encore une fois sur l'aspect des SIG parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un petit peu le poumon et ça apporte vraiment beaucoup de choses, aussi bien à la communauté qu'à ceux qui participent. Deuxième chose, c'est que je voulais rendre hommage à David Crochemore parce que David Crochemore a été le premier Français en 2001 à être membre du board. Il a occupé ce poste pendant 4 ans. Moi, je suis le second uniquement, mais David, pour ceux qui le connaissent, a quand même apporté beaucoup à la communauté française à l'époque où il était au CERT Renater. Énormément, voilà. Ça a été mon sponsor pour entrer au First.
Voilà, et donc c'est bien qu'il soit toujours un petit peu dans cette communauté. Et puis je ne peux que vous engager au moins à regarder un petit peu ce qui se fait dans le cadre du FIRST, les différents travaux qui sont menés. Il n'est pas nécessaire d'être membre du FIRST pour accéder justement à ces différents travaux. De plus en plus de groupes de travail sont ouverts aussi aux non-membres, donc c'est encore une fois une bonne occasion de contribuer et puis surtout d'apprendre. Voilà. Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.